Silarde était l'un des comtes les plus redoutables du nord de l'Angleterre au XIe siècle. Au fil du temps, la vie de Silarde est devenue légendaire, entourée de récits mythiques sur ses origines. Les chroniqueurs le décrivent comme un homme à la stature imposante et à la force physique et mentale exceptionnelle. Il s'est imposé durant le règne de Canute le Grand. Il s'est imposé comme comte de Northumbrie, à une époque où l'autorité royale dans le nord était difficilement acquise et âprement contestée par nos mois. Après l'an 33, Silarde contrôlait le sud de la Northumbrie, l'actuel York, gouvernant la région au nom de Cnut. La Northumbrie, plus rude et moins régulée que le sud de l'Angleterre, fut longtemps marquée par le sang, les querelles, les rébellions et des familles rivales régnant presque en indépendance. Ces dangers donc étaient aggravés par une frontière nord instable, où des raids écossais constants menaçaient à la fois les terres et les populations. Pourtant, malgré ces défis, Siward réussit à imposer son autorité sur l'ensemble du comté. Serviteur loyal et indispensable de la couronne, Siward apporta un soutien militaire crucial et des conseils politiques aux successeurs de Canute, Harthacnut et Édouard le Confesseur. Son pouvoir et sa réputation furent encore renforcés par sa campagne contre le roi écossais Macbeth, un conflit qui lui valut plus tard une place dans l'imaginaire dramatique de Guillaume Shakespeare. Féroce, pragmatique et résolu, Siward demeure le dernier grand seigneur viking du Nord. Voici son histoire. La Vita et Passio Waldevi est la biographie de Waltheof, fils de Siward. Selon les conventions de la biographie médiévale, l'œuvre présente l'ascendance de Waltheof sous une forme richement légendaire, mêlant histoire et mythe. Les récits des anciens nous disent que Ursus, un certain noble que le Seigneur, contrairement à ce qui se passe normalement dans la procréation humaine, permit d'être engendré d'un ours blanc comme père et d'une noble dame comme mère. Engendra Spartinglus. Spartinglus engendra Ulfius, et Ulfius engendra Bajorn, dont le surnom était Bersun. C'est le fils de l'ours. Ce Bajorn était danois de naissance, un comte distingué et un soldat célèbre. Cependant, comme signe que, du fait d'une partie de ses ancêtres, il était d'une espèce différente. La nature lui avait donné les oreilles de son père, celles d'un ours. Pour tous les autres traits, il tenait de sa mère, et après de nombreux exploits virils et aventures militaires, il engendra un fils, digne imitateur de la force et de l'habileté militaire de son père. Son nom était Siward. Ce passage identifie Siward comme le fils d'un comte scandinave nommé Bajorn ou Björn et fait remonter sa lignée jusqu'à un ours polaire. Une idée enracinée dans le folklore germanique, plutôt qu'une croyance littérale dans l'Europe du Nord pré-chrétienne. L'ours était bien plus qu'un animal, c'était un être sacré et symbolique, étroitement associé à la force, à la férocité et à la royauté. Les revendications d'une ascendance ursine formaient une tradition mythique bien établie dans la culture nordique et médiévale au sens large, souvent utilisée pour expliquer des guerriers extraordinaires, des figures héroïques et le passage d'un passé païen à un présent chrétien. De nombreux historiens ont suggéré que le père supposé de Siward, Björn, était probablement un personnage historique. Il se pourrait qu'il ait été lui-même le frère de Thorgil Sprakling, réputé être le fils du prince suédois Styrbjörn le Fort, un berserker légendaire. Si une telle lignée est acceptée, Siward aurait porté du sang noble suédois et serait un descendant direct par les hommes de Björn Côte de Fer. Selon cette reconstitution, Siward aurait également été le cousin germain du jarl Ulf du Danemark, qui épousa la sœur de Canute, Estrid, et fonda la dynastie royale qui finit par succéder à Canute lui-même. La famille Sprakling a gagné en importance en Scandinavie durant la vie de Siward, et la carrière remarquable de Siward en Angleterre peut être considérée comme une nouvelle expression de la puissance et de l'influence croissante de cette famille dans la politique du monde viking. La date précise et les circonstances de l'arrivée de Siward en Angleterre restent inconnues. La première référence contemporaine sûre à Siward apparaît dans une charte émise par le roi Knut en l'an 33 en faveur d'Ælfric Puttock, l'archevêque d'York. À cette date, Siward était certainement un comte,
bien qu'il ait pu obtenir ce titre plus tôt. Son prédécesseur, Eric Håkonsson, disparaît des archives historiques en l'an 23, laissant un silence d'une décennie pendant lequel Sillard a très bien pu accéder au pouvoir. La Vita Waldevi, cependant, fournit un récit bien plus dramatique et légendaire de l'ascension de Sillard selon cette narration. Après une brève conversation, le roi prit Sillard à son service et lui promit la première haute fonction du royaume qui viendrait à se libérer. Sillard prit alors congé. Alors qu'il traversait un pont près du monastère de Westminster, il rencontra Tosti, le comte de Huntingdon, un Danois de naissance, mais qui était tombé en disgrâce royale alors que Tosti franchissait une passerelle. Il passa si près qu'il souilla le manteau de Sillard avec ses pieds boueux, une insulte particulièrement grave à une époque où les manteaux étaient portés amples, sans cordon ni agrafe. Bien que la colère montât en lui, Sillard se retint, ne voulant pas abattre un homme alors qu'il se rendait à la salle du roi. À la place, il resta sur le pont avec ses hommes jusqu'à ce que Tosti revienne. Puis Sillard dégaina son épée et trancha la tête du comte, la dissimulant sous son manteau. Il retourna directement voir le roi et réclama, conformément à la promesse royale, le comté de Huntingdon. Le roi, pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie destinée à Tosti, venait à peine de partir, se moqua de la demande. Sillard raconta alors ce qu'il avait fait et, pour preuve, jeta la tête tranchée aux pieds du roi. Lié par sa parole, le roi le proclama immédiatement comte de Huntingdon. Peu de temps après, comme le raconte la Vita, de nouvelles attaques des hommes du Nord plongèrent le royaume dans l'incertitude. Le roi consulta les principaux hommes du royaume et, d'une seule voix, ils confièrent à Siward la gouvernance de la Northumbrie, du Cumberland et du Westmoreland. Le roi lui conféra l'autorité sur ces terres, l'élevant ainsi au plus grand comté du Nord. Lorsque Knut mourut en l'an 35, son royaume fut immédiatement plongé dans l'incertitude car plusieurs prétendants rivaux avancèrent leurs revendications au trône. Parmi eux se trouvaient ses fils Harthacnut et Harold Pied de Lièvre, ainsi qu'Alfred Ætheling, le fils de l'ancien roi anglo-saxon Æthelred. L'un des six, isolé en Scandinavie, Harthacnut ne put empêcher Harold Pied de Lièvre de s'emparer du pouvoir en Angleterre. Harold régna de 1035 jusqu'à sa mort en 1040, qui survint alors que Harthacnut se préparait à une invasion. Arrivant peu de temps après, Harthacnut prit la royauté. À un moment donné au cours de ces années, Siward épousa Ætheled, la fille d'Ildred II de Bamborghg, la petite fille d'Uhtred le Hardi, qui fut autrefois l'Ealdorman de Northumbrie. La chronique anglo-saxonne rapporte qu'en l'an 41, Eadwulf, le comte de Bamburgh, fut trahi par le roi Harthacnut. D'autres sources, dont le Libellus et l'Exordio, précisent cela. L'acte fut accompli par Siward lui-même, qui attaqua et tua Eadwulf, le fils d'Uhtred le Hardi, et peut-être le rival de Siward, pour le contrôle de la région. Il est probable que Siward ait utilisé la lignée distinguée de son épouse pour renforcer sa revendication au comté de Bamborghg. Bien que Arthur Canute ait promis à Eadwulf une escorte sûre, il semble avoir été complice du meurtre. À la suite de ces événements, Siward est devenu le comte de toute la Northumbrie. Cet acte a suscité une condamnation générale. La chronique anglo-saxonne l'a dénoncé comme une trahison et a qualifié le roi de parjure. Les Anglais étaient habitués à des rois qui gouvernaient en conseil, guidés par les avis de leurs principaux conseillers. Arthur Canute, cependant, avait gouverné le Danemark en autocrate et montrait peu d'inclination à modifier son style de règne en Angleterre. Cela était dû à sa méfiance envers de nombreux comtes anglais. Il doubla la taille de la flotte anglaise, passant de 16 à 32 navires. En partie pour sécuriser son empire plus vaste et pour financer cela, il imposa des taxes fortement augmentées. Ces exigences coïncidèrent avec une mauvaise récolte, plongeant une grande partie de la population dans la misère. En l'an 41, les troubles éclatèrent lorsque 2 collecteurs d'impôts royaux furent tués par des citadins en révolte dans et autour de Worcester. Harthacnut répondit par une mesure brutale et profondément impopulaire.
Il ordonna à ses comtes de mener une expédition punitive, brûlant la ville et massacrant ses habitants. Siward fut convoqué et prit part à la répression. Arta Canute survécut. Seulement une autre année, en 42, il mourut subitement pendant un banquet de mariage, apparemment empoisonné. Sa mort mit fin à la domination danoise en Angleterre, et son demi-frère, Édouard le Confesseur, monta sur le trône sans opposition. Les relations entre Siward et le roi Édouard semblent avoir été cordiales et mutuellement favorables. En effet, Siward semble avoir été l'un des alliés les plus puissants et les plus fiables du roi. En l'an 43, Sillard s'est joint à Haugodwin de Wessex et à Léofric de Mercie pour marcher avec le roi Édouard contre sa propre mère, la reine Emma. Cette campagne a permis à Édouard de dépouiller la reine de sa vaste fortune accumulée pendant le règne de Knut, qu'Emma avait jalousement gardée, ayant longtemps favorisé son autre fils, Harta Knut. Alors qu'Édouard lui-même avait passé environ 25 ans en exil en Normandie, Siward soutenait fermement la décision du roi, voyant le transfert de ce trésor comme une base à la fois symbolique et pratique pour le nouveau règne et la stabilité du royaume. Les tensions refirent surface de façon spectaculaire en l'an 51 lorsque Godwin, le comte de Wessex et l'homme le plus puissant d'Angleterre, se révolta contre Édouard le Confesseur. S'étant brouillé avec le roi bien qu'il fût son beau-père, Godwin marcha vers Londres à la tête de ses troupes. Conscient que sa propre base de pouvoir ne pouvait pas résister à la puissance du Wessex et à la redoutable famille de Godwin, Édouard fit appel à ses comtes fidèles, Siward et Léofric, qui mobilisèrent aussitôt leurs armées et avancèrent vers le sud pour soutenir la couronne. La chronique anglo-saxonne indique que Siward dut demander des renforts et que le roi l'emporta finalement. Godwin fut contraint à l'exil temporaire, mais même banni, Godwin demeurait une menace sérieuse. Le soutien continu et résolu de Siward et de Léofric s'avéra essentiel à la sécurité d'Édouard. Mais l'opinion publique commença bientôt à changer lorsque les circonstances plus larges de l'exil de Godwin furent connues, et la sympathie pour lui grandit. Édouard avait refusé de punir ses associés normands pour le meurtre des habitants de Douvres, refusant de les traduire en justice. Godwin, dont le comté comprenait Douvres, avait défendu ses habitants et refusé d'agir contre eux. Édouard accusa alors Godwin d'être responsable de la mort antérieure de son frère, Alfred Ætling, ce qui fit dégénérer le conflit en rébellion ouverte. En exil, Godwin utilisa sa grande richesse pour recruter des mercenaires venus d'Europe. En l'an 52, il revint en Angleterre à la tête d'une force redoutable. Les hommes du Wessex se sont levés pour soutenir leur seigneur dépossédé. Confrontés à une nouvelle rébellion et à un ennemi renforcé par le nombre et le soutien populaire, Siward et Léofric refusèrent de se rallier à la cause du roi Édouard, privés de leur appui. Le roi n'eut guère d'autre choix que de céder, et Godwin fut rétabli dans son comté du Wessex. Les annales de Lindisfarne et de Durham, rédigées au début du XIIe siècle, rapportent sous l'année 46 que le comte Sillard, avec une grande armée, entra en Écosse et chassa le roi Macbeth en installant un autre à sa place. Mais après son départ, Macbeth reprit son royaume. Cette brève mention annonce la campagne pour laquelle Siward deviendra plus tard le plus célèbre. Sillard est surtout connu pour sa grande expédition contre Macbeth, roi d'Écosse, en l'an 54. Selon plusieurs sources, le conflit trouve ses origines dans des violences antérieures. On raconte que le roi Duncan Ier d'Écosse aurait attaqué le nord de la Northumbrie et assiégé Durham, pour être renversé et tué en moins d'un an par Macbeth. Après la mort de son père, le fils de Duncan, Malcolm Canmore, fut contraint à l'exil et trouva refuge à la cour d'Édouard le Confesseur en Angleterre. En l'an 54, Malcolm était présent lorsque Sillard envahit l'Écosse en son nom. Au cours de cette campagne, une grande bataille eut lieu, connue dans les sources sous le nom de la bataille des Sept Dormants. Le premier récit anglais contemporain apparaît dans la chronique anglo-saxonne qui rapporte à cette époque. Le comte Siward partit avec une grande armée en Écosse,
avec à la fois une flotte et des forces terrestres, et combattit les Écossais et les mit en fuite. Le roi Macbeth et tua tous les meilleurs du pays et rapporta un butin de guerre tel que nul homme n'en avait obtenu auparavant. Et là furent tués son fils, Osbjorn, et le fils de sa sœur, Siward, ainsi que certains de ses huscarls et aussi des hommes du roi. Le jour des 7 dormants, Henry de Huntingdon propose une version plus dramatique dans son Historia Anglorum. À cette époque, Siward, le puissant comte de Northumbrie, presque un géant par sa taille, très fort mentalement et physiquement, envoya son fils conquérir l'Écosse. Quand ils revinrent et rapportèrent à son père qu'il avait été tué au combat, il demanda « A-t-il reçu sa blessure mortelle de face ou dans le dos ?» Le messager répondit « De face ». Alors il dit « Cela me rend très heureux, car je ne considère aucune autre mort digne pour moi ou mon fils. » Alors Siward partit pour l'Écosse et vainquit le roi lors d'une bataille, détruisit tout le royaume et, l'ayant détruit, le soumit à son autorité. Le motif précis de l'invasion de Siward demeure incertain. A-t-il agi en tant que chef de guerre indépendant ou a-t-il agi sur les ordres du roi Édouard le Confesseur? En l'an 55, Sylar tomba malade et sentit sa mort approcher, selon l'Historia Anglorum. Voici ce qui s'est passé. Siward, le vaillant comte, frappé par la dysenterie, sentit que la mort était proche et dit « Comme il est honteux que moi, qui n'ai pas pu mourir dans tant de batailles, j'ai été épargné pour une mort ignominieuse, celle d'une vache. Au moins, revêtez-moi de ma cuirasse impénétrable, saignez-moi de mon épée, placez mon casque sur ma tête, mon bouclier dans ma main gauche, ma hache de bataille dorée dans ma main droite. Que moi, le plus brave des soldats, je puisse mourir comme un soldat. » Il parla ainsi et fut armé comme il l'avait demandé. Il rendit alors son âme avec honneur. La Vita Eardwardi Regis rapporte que Siward mourut à York et fut enterré dans le monastère de Saint-Olaf. Une affirmation corroborée par la chronique anglo-saxonne. Il est également crédité d'avoir fondé cette église lui-même. Plusieurs sources laissent entendre l'existence d'une saga aujourd'hui perdue ou d'une tradition littéraire consacrée à la vie de Siward. L'une qui aurait pu raconter ses nombreux exploits et campagnes. Si une telle œuvre a existé, elle a disparu avec le temps, laissant une grande partie de son histoire et nombre de ses batailles à jamais hors de portée. Un fils de Siward, Waltheof, né d'Efled, lui a survécu. Waltheof s'est élevé au rang de comte dans les East Midlands avant d'hériter finalement du comté de Northumbrie. Sa rébellion ultérieure contre Guillaume le Conquérant, cependant, a conduit à son exécution, après quoi il a été vénéré comme un saint. Par la fille de Waltheof, qui a épousé David Ier, roi des Écossais, Siward est entré dans la lignée des rois d'Écosse, et, avec le temps, dans celle des monarques ultérieurs de la Grande-Bretagne. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz et Stéphanie Hassan. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et à très vite pour un nouveau portrait historique.